Bonjour ou bonsoir, c'est Fréquence 616, moi c'est Jay. Et moi c'est Dams. Donc du coup on est de retour pour le deuxième podcast en rapport avec Star Wars. Et là donc plus particulièrement par rapport à Star Wars 7 en fait. On avait dit qu'on ferait en deux parties ce podcast. Donc une première partie qu'on vous invite à réécouter si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'entendre, sur tout ce qui était l'univers étendu, les comics, jeux vidéo et tout ça. Et donc maintenant sur le film. Exactement, donc sur le film l'épisode 7 réalisé par J.J. Abrams. Tout à fait. Qui est le 7, donc ça sera dans la suite des trois originaux. C'est ça, donc la suite du Retour du Jedi qui se passe une trentaine d'années après, je crois, à peu près. Exactement, ouais, c'est ça. D'ailleurs, oui, une petite parenthèse. Déjà, oui, on a un peu de retard. Hein, on a mis un peu de temps à le faire. L'avantage, c'est que, comme c'est écrit dans le titre, on va spoiler. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore vu le film, faites attention. Parce qu'on va pas forcément mettre de balise de spoiler, on vous le dit, on spoil. Voilà. Donc on spoil comme des porcs. Du coup, voilà, ça c'est la petite parenthèse terminée. Donc oui, le film est donc 30 ans après. Voilà, 30 ans après. Donc on assiste à un nouvel empire, entre guillemets, le Premier Ordre. Le Premier Ordre, ouais. Qui sème à nouveau la terreur et la dévastation dans toute la République. Ouais. Dans toute la galaxie. Voilà. C'est les méchants, ils ont tout, ils ont leur Stormtrooper, hein, ils ont même leur espèce de Dark Vador qui s'appelle Kylo Ren. Donc on vous garde un petit peu de suspense pour savoir qui c'est, même si on spoil, on vous le dira après. Voilà, Kylo Ren. On a également un nouveau Sith. Enfin, à part Kylo Ren, on a un nouveau maître. Voilà, un nouveau seigneur, Snoke. Voilà, Snoke. On a également des héros, évidemment, parce qu'il en faut. Bah oui, sinon, ouais, ça serait vite bâclé, sinon. Donc, comme vous avez déjà pu le voir, forcément, un peu partout, hein, nous avons Rey, Finn, Poe Dameron, le petit BB-8. Voilà, vous avez tous ces personnages-là. On a un peu toutes les caricatures du premier épisode, hein, c'est-à-dire Rey qui vient de la planète Jakku, qui est en fait une sorte de Tatooine, hein, qui a un peu un genre de Luke. Poe Dameron, son petit côté un peu désinvolte à la Han Solo. Par contre, la nouveauté, le personnage de Finn est très, lui, on verra là-dessus quand on parlera des personnages. C'est vrai que par contre c'est très bien amené pour le coup. Voilà, donc ça, et puis évidemment. On a encore du X-Wing, du combat spatial, voilà, tout ce qu'on aime dans Star Wars, hein, de toute façon. Voilà, c'est encore une fois, c'est le méchant Premier Ordre contre les gentils rebelles. Et voilà, on se demande un petit peu d'ailleurs ce qui s'est passé pendant ces 30 ans parce que... Au final, on arrive un petit peu au milieu de l'intrigue. On arrive un peu au milieu de l'intrigue et puis on se rend compte que en 30 ans, les rebelles n'ont pas forcément trop maintenu le travail, quoi. Et c'est vrai qu'on revient un petit peu au point de départ, je dirais. De la trilogie originale. C'est ça. Pour parler simplement, c'est les méchants qui sont quand même en position entre guillemets de force, quoi. Voilà. Donc voilà. On va parler des personnages, du coup. Tout à fait. Au niveau des persos, par qui on va commencer, du coup, allons-y, Rey, honneur aux dames. Voilà, honneur aux dames. Rey, donc, petit bout de femme qui vit sur la planète donc Jakku, qui ressemble vachement à Tatooine, on vous l'a dit. Seule. Voilà, ferrailleuse. Ferrailleuse, ouais. Qui n'a jamais connu son père, son père est parti quand elle était plus jeune. C'est ça. Donc on ne sait pas du tout qui est son père, donc ça rappelle un petit peu Anakin Skywalker, où ça a été un peu la même chose. Même Luke d'ailleurs, hein, qui n'a pas connu. Même Luke, oui, bien sûr, mais que oui, effectivement. Donc c'est un peu les deux qui rappellent les enfants de la prophétie en fait. Exactement. Ouais, voilà. De toute façon, c'est une grande histoire de famille, hein, Star Wars. Ferrailleuse, donc qui vit au jour le jour. Qui récupère des matériaux sur des vaisseaux pour les revendre et pour avoir des rations. On peut dire un peu personnage un petit peu classique,
mais vraiment attachant de par son comportement, et puis même l'actrice qu'ils ont choisie, elle est vraiment, elle a ce petit côté un peu sympathique et tout. Enfin, on a bien adhéré à ce personnage-là. Ouais, un personnage assez simple mais efficace, hein, concrètement. Voilà pour ce personnage-là. Oui, et puis bien sûr, oui, c'est un personnage qui est en quête d'identité, clairement. Elle est là, elle vit au jour le jour, mais il y a un truc un peu sous-jacent, on le sent, quoi. Ensuite, on a en deuxième personnage principal, donc on a Finn. Finn, donc qui est un ex-Stormtrooper. Tout à fait. Donc ça, c'est intéressant à voir parce que c'est une première dans Star Wars. Hein. On n'avait jamais eu ce côté humain par les Stormtroopers. Et donc là, pour le coup, voilà, ça c'est assez intéressant à voir. Donc un Stormtrooper qui se rend compte de la violence de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'ils sont en train de réaliser. Ouais. Et du coup, voilà, c'est vraiment intéressant ce retournement de situation où il décide de passer dans le camp des gentils en libérant Poe. Ouais. D'ailleurs, au départ, c'est un petit peu aussi pour se libérer lui, dans un premier temps. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de passer de l'autre côté, en fait, en voyant... parce qu'au départ, c'est qu'un casque parmi tant d'autres. Et juste parce qu'un de ses camarades meurt dans ses bras, en fait, il y a une prise de conscience, et du coup, en fait, ça remet en question toutes les morts de Stormtroopers en général, quoi. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude dans beaucoup de films des pauvres sbires en fond d'écran qui se vont dézinguer par le héros, et on s'en fout, mais là on se rend compte qu'en fait non, c'est des personnes à part entière, et du coup ça apporte une dimension un peu plus humaine à ces personnages qui étaient un peu déshumanisés à la base. D'ailleurs, on apprend que les Stormtroopers sont des enfants enlevés à la naissance. C'est pas des clones. C'est plus forcément des clones. Ouais. En même temps, fallait bien recruter au bout d'un moment parce que il n'y avait plus. Donc voilà, très intéressant ce personnage-là, qui, pour le coup, comme on vous le disait tout à l'heure, n'a pas forcément d'équivalent, dirais-je, dans les anciennes trilogies, quoi. Exactement. Et bon, c'est un personnage qui est un petit peu froussard, mais bon, comme je pense que beaucoup de gens le seraient en pleine guerre. C'est ça. Qui cherche absolument à s'enfuir du Premier Ordre parce qu'il sait qu'il est très puissant, donc qui voit en Rey une alliée pour s'échapper de tout ça. Ensuite, qui on a, on va pareil en nouveau personnage, dans le trio, quoi, Kylo Ren, hein, du coup, qui est clairement un personnage vraiment un peu réédite de Dark Vador, mais à cette petite différence près que lui, on sent une envie de ne pas aller du côté du côté lumineux de la Force, en fait. C'est assez rigolo, ce qu'on disait souvent, c'est un peu comme un mec qui se forcerait à commencer à fumer, en fait. Et on sent qu'il veut rester du côté obscur, et ça c'est un peu c'est assez contradictoire avec l'ancienne trilogie, mais ça apporte aussi une bonne petite nouveauté. Et d'ailleurs on apprend très rapidement dans le film que c'est le fils de Han Solo et de Leia. Voilà, donc alors on apprend d'abord que c'est le fils de Han Solo, et c'est vrai qu'on l'apprend un peu après de façon un peu bâtarde que c'est le fils de Leia. Enfin c'est limite on devrait deviner nous-mêmes, alors que c'est vrai que nous on allait voir le film, et ayant lu les comics et tous les d'autres choses, on s'est dit oui c'est le fils d'Han Solo, ok, mais c'est pas forcément logique que ce soit le fils de Leia. Et en fin de compte, quand on apprend que c'est le fils de Leia, c'est dit dans un petit bout de scène, assez simplement, quoi. Donc, voilà, oui, tout à fait. Et qui est à l'origine qui est à l'origine de la chute de l'Académie des Jedi formée par Luke. Oui. Alors lui, en plus, apparemment, il est chef de ce qu'il appelle les Chevaliers de Ren. Donc pour l'instant, même en ayant ayant eu le film en entier, je vais y arriver, on ne sait pas encore ce que c'est les Chevaliers de Ren, en fait. Oui, tout à fait. Donc voilà, hyper colérique. C'est un peu drôle parce qu'il y a ce côté un petit peu enfantin dans les réactions. Ouais. Je suis énervé, donc je vais casser tout. Il y a même une scène très rigolote où on le voit s'énerver, et en fait on voit deux Stormtroopers qui arrivent au bout du couloir, et en fait qui lui tombent dessus, qui le voient en train de s'énerver au loin, et les Stormtroopers partir en marche arrière, genre non, c'est bon. Et alors là, ce petit côté un petit peu, on en parlera, ce petit côté un peu humoristique qui avait peut-être moins avant, emprunté, je pense, à
au Marvel Cinematic Universe depuis que Disney a racheté. Et alors, qui est pas forcément pour nous déplaire. Ça apporte un petit côté un peu plus contemporain et un peu plus accessible à Star Wars pour ceux qui le découvrent que maintenant, quoi, je dirais. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc ensuite on a les vieux briscards, hein, donc on a d'abord Han Solo. Attends, en nouveau personnage, on a Poe. Oui, Poe. Bah oui, Poe Dameron. Poe qui n'est pas forcément un personnage qu'on voit énormément. Non. Mais qui est un personnage très intéressant, donc effectivement qui, comme tu disais, rappelait Han. Ouais. Un peu désinvolte, un petit peu beau gosse, un peu dragueur. D'ailleurs, il a c'est lui qui a le BB-8. Oui, à la base c'est BB-8 et à lui, ouais. Tout à fait, c'est son droïde. Après, c'est un personnage que je pensais voir un peu plus malgré tout. Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense qu'il a pas fini d'être dans le paysage. Non, je pense non plus. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi aussi, je pensais le voir plus. Après, vu le planning au cinéma de cet acteur, Oscar Isaac, ça m'étonne pas forcément parce qu'il a joué dans Ex Machina, après il a fait Star Wars 7 et là il est dans le prochain X-Men, il joue Apocalypse. Donc ça m'étonne pas forcément qu'il ait eu une espèce de place centrale et en même temps qu'il n'ait pas été tout le temps à l'écran non plus. Après c'est peut-être pas ça non plus, hein, mais je pense que ça peut être lié aussi. À voir dans les prochains. Ouais, cool. Bon petit perso, en plus personnage, il pilote des X-Wing, donc moi ça me va. En plus son X-Wing à lui il claque. Donc voilà. Bah, on l'a en Lego d'ailleurs. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup, voilà. Donc, là, on revient sur les nouveaux. Sur les anciens, on reviendra sur les nouveaux, mais un peu moins intéressants après. Dans les anciens, donc le plus présent, c'est Han Solo, bien sûr, et Chewbacca. Effectivement. Voilà, Han Solo qui fait du Han Solo, qui arrive un petit peu là par hasard. Par hasard. C'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que dans la scène où il les rencontre, c'est vrai qu'il tombe dessus de toute façon. C'est un improviste. C'est un improviste, mais c'est vrai qu'on se dit c'est vrai que on va dire comme par hasard, quoi. En gros, il est dans la galaxie. Rey et Finn retrouve par hasard le Faucon, s'évade de Jakku, s'arrête dans une espèce de vaisseau, et en fait dans ce vaisseau-là, il y a Han Solo qui récupère le Faucon. Donc voilà. Han Solo, qui fait un peu allure de mentor pour Rey. C'est ça. Qui découvre que Rey est un bon pilote. Ouais. Donc ça l'intéresse forcément. C'est un petit peu comme un petit peu l'enfant qu'il n'a pas forcément vraiment eu du coup, parce que voilà, il partage quelque chose avec elle qui est une inconnue, qui a à peu près le même âge que son fils. C'est ça. Forcément. Et qu'il aurait, on pense, aimé partager avec son fils plus et faire voilà, donc non, il y a une complicité qui se met et on sent qu'il y a une espèce de passage de flambeau aussi. Passage de flambeau. Effectivement, déjà c'est plus Rey qui pilote le Faucon que Han Solo, qui lui l'avait perdu, retrouvé, enfin voilà, qui a eu une histoire compliquée avec, comme il a toujours eu d'ailleurs. Et oui, effectivement, on sent ce passage de flambeau pour le Faucon qui change de propriétaire avec comment dire, avec le passage qu'il a avec Rey. Voilà. Chewbacca, c'est Chewbacca. Toujours égal à lui-même. Des super tirades, des lignes de texte de ouf. Voilà. Bon, mais en même temps, s'il n'était pas là, ce serait pas du tout pareil. Leia Organa, la princesse Leia, en fait, c'est bizarre parce qu'elle est plus présente que Luke Skywalker dans le film. Mais elle est je sais pas, je la trouve un peu moins intéressante que les deux autres en fait. Effectivement, disons que elle a plus un rôle de dirigeant, de sénateur en fait, comme on avait eu l'habitude de voir plutôt avec Padmé qui avait un rôle plus calme que Leia, beaucoup moins rebelle, mais effectivement ça reste dans la lignée. On sent que le personnage a eu du vécu, qu'elle a vécu des aventures. Comme on vous le disait la dernière fois, il y avait le comic qui était sorti sur elle, là, où il la faisait un peu plus badass. On retrouve pas forcément ce côté-là, mais ouais, il y a peut-être qu'elle se, comment dirais-je, elle se dévoilera un peu plus, même si on la connaît déjà dans les prochains. Mais
une petite réserve sur Leia, mais pas énorme non plus. Hein. Effectivement. Ensuite, Luke Skywalker, de toute façon, pas grand chose à dire, si ce n'est Mal- le personnage ouais. dont on parle du début Bah, à la fin du qu'on film. cherche, Voilà. qu'on cherche constamment dans Tout tout le le film. tout le hein. monde le cherche parce qu'en fait, il y a une partie de la carte qui est en possession de Poe Dameron, et le reste de la carte pour le retrouver, la plus grande partie, que tout le monde cherche en fait. Mm. Et du coup, pour retrouver Luke, il leur faut cette carte, donc du coup, on veut dire qu'on spoilerait de toute façon, c'est Luke qu'on le verra qu'à la fin du film. Voilà. Effectivement, on le voit, on voit 1 minute à la fin du film avec Rey, donc effectivement, ça fait bizarre de le voir qu'à la fin, mais quelque part, on se dit, on a eu l'occasion de voir tous les nouveaux personnages beaucoup plus, parce que si Luke était apparu plus en avant dans le film, ça aurait éclipsé les nouveaux personnages. je pense. Exactement. Ouais, donc encore une fois, il y a un passage de flambeau aussi. Et ce qui est marrant, Mm. c'est qu'il y a un double passage de flambeau parce qu'on sent que on peut dire que Rey est aussi bien l'héritière légitime dans un sens de par son côté un petit peu débrouillard et puis ferrailleuse et mécanicienne de Han Solo. Mais par contre, étant donné qu'elle maîtrise la force, Mm. c'est tout aussi une héritière de Luke Skywalker. Et en plus, c'est Exactement. un personnage féminin, donc en fait, on peut retrouver dans ce personnage-là, on retrouve un petit peu les trois personnages de l'ancienne trilogie. Quoi. c'est qui ça, ça qui effectivement. est intéressant en fait. Mm. C'est vrai que quand les gens disent oui, on a une repompe en fait des personnages. Ouais, il y a une certaine, c'est vrai qu'il y a des certaines similitudes, mais pour le Bien. coup, là, c'est un condensé des trois et plutôt bien dosé. dirais-je. Ouais, exactement, parce que c'est vrai que Finn ne ressemble pas vraiment à quelqu'un d'autre en fait. Non, C'est voilà, un personnage et voilà, inédit, et donc puis, c'est. même Poe, je veux dire, mais effectivement, il y a ce côté-là. En même temps, il y a des archétypes qu'on peut pas forcément éviter dans certains films. Et c'est le délire du bon brut et truand, quoi. Je veux dire, bon, c'est pas vraiment le cas là, mais on a le mec un peu paumé, on a la fille, la fille un peu héroïne, et puis on a le gars un peu désinvolte. Donc non, enfin pour moi, ça reste quand même des archétypes. Certes, ça fait penser au film. Certes, tout le film reprend des passages Des anciens. à des passages qui rappellent vraiment vraiment beaucoup l'ancien film, mais C'est pour quand poser même- le décor. je pense. exactement. Et puis en même temps, fallait aussi capter un nouvel auditoire. Hein. Ça, c'est inévitable. Bien sûr, hein, 30 ans après une ancienne trilogie, on peut que essayer de reconquérir un nouveau public. Puis dans les derniers personnages, je crois qu'il y en a donc 2 ou 3 derniers qu'on pourrait citer. Donc le leader suprême, donc cette espèce de lion qui s'appelle Snoke là, qu'on voit pour la première fois, qui fait à peu près 10 mètres de haut. On se dit c'est quoi cette créature et tout. Et en fin de compte, c'est juste un hologramme qui a la gueule défoncée. On sait pas encore qui c'est. On a juste son nom, Snoke. On voit que Kylo Ren lui voue pas une admiration, enfin il est complètement sous son emprise quoi. Et d'ailleurs Kylo Ren a aussi un vestige, c'est le casque de Dark Vador, Qui un est peu à son- moitié voilà. brûlé. c'est un peu son artefact devant lequel il se recueille pour lui demander de lui les garder, de lui donner la force de rester du côté obscur. Il y a lui, il y a le Captain Phasma, Oh, le fameux Captain Phasma, effectivement. donc qui était interprété par celle qui joue dans Game of Thrones, qui joue Brienne de Tarse, qui était, moi nous on l'avait trouvé vachement médiatisé en fait. Exactement, on a la pop qui est très classe et qui est partout. On a, Elle est sur elle est l'affiche, sur l'affiche. on la voit même dans la bande-annonce. Enfin, Mm. on la voyait toujours se balader avec son flingue et tout, avec sa cape, enfin super classe. Et pour le coup, dans le film, bon déjà elle enlève pas son cape, on comprend que c'est une femme. Donc déjà bon, ça change. Mais hormis ça, c'est vrai qu'en plus elle se prend en embuscade. En fait, elle ne se bat jamais. C'est Déjà. ça, et elle a dû avoir 2 ou 3 scènes dans tout C'est le ça. film. Puis la façon dont elle disparaît de l'écran, elle meurt pas, elle se fait juste foutre dans un coin, on sait pas vraiment quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage que le personnage pétait quand même la classe quoi. C'est vrai qu'on a eu limite plus de plaisir à voir un Stormtrooper lambda avec bouclier et puis la matraque là, qui se bat contre Oui. Finn, à la limite, que justement voilà, le personnage de Captain Phasma quoi.
Et en dernier, on a le général Hux, donc celui qui est un peu à la tête du premier ordre, quoi. Enfin, derrière Kylo Ren ou égal, en fait, c'est le côté un peu politicien militaire. Alors, ce qui est un peu drôle, c'est que pour le coup, lui, clairement, s'il avait été à l'époque de Dark Vador, il n'aurait pas fait long feu, quoi. C'est-à-dire que le nombre de fois où il répond à Kylo Ren, où il l'envoie un peu chier, enfin, c'est assez, on se dit, on a cette scène où Dark Vador a le coup de excuse acceptée après d'avoir buté un gars. On se dit bah ouais, lui aurait pas fait long feu, mais là du coup c'est le nouvel ordre, donc le premier ordre, du coup bon voilà. Le personnage, pareil, je pense que lui va rester encore un petit moment parce que il s'en va avec Kylo Ren et ils sont ce trio de méchants avec Snoke là, donc bon voilà, ça c'était le général Hux, voilà. Donc à peu près tout pour les personnages. Après on a des petits personnages secondaires, la petite voyante dans l'espèce de cantina de service là, qui en gros révèle un petit peu sa destinée à Rey. On voit pas mal de personnages en second plan qu'on peut associer à des bounty hunters, enfin des chasseurs de primes. Oui. Voilà. Bon, et puis la cantina qui rappelle celle de Mos Eisley. Enfin voilà, tout. Effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Après voilà, c'est Star Wars, hein, ça reste l'univers. Si on a le droit du C3PO et puis du on a du R2D2 vite fait. C3PO d'ailleurs avec son bras rouge. Donc on sait toujours pas vraiment si c'est vraiment lié à l'histoire ou si c'était juste un clin d'œil de J.J. Abrams à Hideo Kojima par rapport à Metal Gear. Mais bon, pour le coup, pas trop. Peut-être d'autres réponses plus tard. Plus tard, voilà. Donc ouais, là c'était à peu près tout pour les persos. Donc les plus et les moins. Par rapport à ce film-là, on va commencer par quoi d'ailleurs? On commence par les moins. Allez, on commence par les moins pour finir sur une note positive. Okay. En moins, déjà on l'a déjà commencé à le dire, Captain Phasma, qui a été extrêmement médiatisé, puis qu'en fait on a on en ressort de la salle un peu déçu justement de ce personnage-là. Ouais. Vraiment bizarre qu'on ait médiatisé autant alors qu'en fait à la fin on comprend plus ou moins qu'elle va aller dans un vide ordure. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, tant pis. Les moins, bon, il y a ce côté où effectivement un petit côté réédit des premiers. Ouais, où on a une explosion. C'est autant un moins qu'un hommage, je dirais. Et honnêtement, quand on s'attelle à faire un tel projet comme un nouveau Star Wars qui doit être la suite de la toute première trilogie, je pense que moi à la place de J.J. Abrams j'aurais fait pareil, quoi. Ouais, je pense que j'aurais fait un peu Yes Man et j'aurais fait ce qu'on me demande, quoi, hein. Et c'est bien exécuté au final. C'est extrêmement bien exécuté. Ça sera plutôt dans les plus effectivement, mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment pas vraiment déçu par rapport à ça. Ça peut être un moins pour beaucoup, mais voilà. Mais bon, c'est pas. On va dire que c'est un moyen neutre mitigé. Voilà, ça peut être dans les deux. En moins, on a aussi, pour beaucoup qu'on a recueilli comme impression, c'était la tête de Kylo Ren, la tête du méchant. L'acteur qui joue Kylo Ren. Qui enlève son masque à un moment, et là, grosse déception. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on s'attendait à quelqu'un de plus charismatique. Alors, c'est vrai que le mec joue vachement bien. Mais en fait, c'est pas forcément sa tête, c'est vraiment son côté vraiment minot en fait. On s'en doutait un peu, mais c'est bizarre. Donc je pense que, étant donné qu'il y a un combat final, et je crois qu'il se prend un petit coup de sabre dans la tronche, et puis hop, donc à mon avis, il va revenir un petit peu plus badass avec des cicatrices. Mais c'est vrai qu'au départ, il enlève en plus, il enlève très rapidement. Je crois qu'il enlève 2 fois dans le film. Ouais. Première fois avec dans une salle avec Rey. Il enlève comme ça, genre c'est un petit peu genre j'ai chaud, j'enlève mon casque. On le voit avec son brushing de ouf, qui a pas bougé d'un poil. Et une deuxième fois avec une scène avec Han Solo, dont je vous reparlerai juste après. Et du coup, c'est vrai que sa tête fait bizarre. Après, ça rappelle celle d'Anakin qui était au tout début, avant d'être Dark Vador, qui avait un peu pareil, ses cheveux un peu en bataille. En fait, ça pourrait un peu connoter ce côté je veux être méchant, mais une fois qu'on m'enlève tout mon attirail, en fait, j'ai quand même une petite tête de gentil, quoi. Ouais, mais je me forçais à être méchant.
Donc mais voilà, effectivement ça peut en surprendre plus d'un le choix de l'acteur, mais en tout cas le mec joue bien. Donc Après, à voir effectivement plus tard, quand il va évoluer effectivement dans ce rôle de méchant, parce que pour l'instant, effectivement, son cœur balance, entre guillemets, sauf à un moment. Mais bon, voilà. Ça peut devenir un méchant plus charismatique. Vaut mieux de toute façon, parce que je pense qu'il va être jusqu'au bout de toute façon. Ouais, là, effectivement. Du coup, moi, à mon sens, le plus gros moins que j'ai ressenti en fait pour ce film, c'était le fait de désamorcer des situations. Alors on a parlé tout à l'heure vite fait de l'humour qu'il y avait dedans. Alors du coup en aucun cas ça s'est remis en cause. C'est plus en fait des exemples tout simples. À un moment donné on a Han Solo, Finn, Chewbacca qui sont dans un vaisseau, qui sont à la recherche de Rey parce qu'elle s'est fait enlever. Elle venait de se faire interroger par Kylo Ren. Elle s'évade, on la voit au loin, dans le vaisseau. On voit que Finn et Han Solo la voient aussi, mais on se dit bon ok, maintenant ils ont plus qu'à la retrouver quoi. Et en fait on se dit bon il va y avoir quand même des petites péripéties pour en arriver là. En fait non, scène d'après, elle arrive au bout d'un couloir, elle tourne et clac, il se retrouve au coin du couloir. Et c'est vrai que on perd des petits côtés dramatiques, et en fait c'est ce que on peut mettre ça un petit peu en parallèle avec justement, je vous disais tout à l'heure, on vous parlera de la scène avec Kylo Ren et Han Solo, car en fait à un moment donné Kylo Ren se retrouve face à Han Solo sur une passerelle, et donc c'est la scène de la mort de Han Solo. On a dit qu'on spoilerait, donc on spoil de toute façon. Et alors pas forcément que on peut s'y attendre au début du film, mais à ce moment-là, c'est compliqué de pas penser à autre chose. On a cette lumière rouge dramatique, eux deux sur une passerelle, tous les autres personnages les voient mais ne peuvent pas les atteindre. Si c'est pas pour dire aux téléspectateurs attention, dans quelques secondes Han Solo va mourir, préparez-vous, ne soyez pas trop choqués. Enfin moi c'est un peu comme ça que j'ai ressenti. Même si la scène en elle-même est bien, j'ai trouvé que alors que le film commence sur une espèce de massacre d'un village par le Capitaine Phasma et ses forces Stormtrooper, je trouvais que du coup, tac, après on perdait tout ce côté un petit peu, pas violent, mais un peu cru, et c'était souvent dans, voilà, on désamorce pour éviter que ça choque. Voilà, moi c'est le moins que j'aurais un peu plus spoté. Justement dans cette scène, la première scène, on a un peu un désamorçage par rapport à Poe qui fait une blague par rapport à Kylo Ren. Oui, voilà. Qu'on a malgré tout aussi dans tout le film, on a de toute façon des petites scènes qui désamorcent. Après le massacre du village est aussi désamorcé par le personnage de Finn qui hésite, qui ne tire pas d'ailleurs. Oui. Mais on a quand même effectivement plus de violence dans cette scène-là que dans la scène. Et après, voilà, le reste, c'est, on a souvent cette impression-là on passe à autre chose vite fait, on laisse tous les petits indices pour vous préparer à ça. Donc voilà, ça pour moi c'était le moins, mais encore une fois, par rapport à ce qui était demandé, par rapport à la charge de travail, par rapport au boulot que c'est de faire un nouveau Star Wars, je peux comprendre. Je peux comprendre si tu as envie de récupérer un nouvel auditoire et en même temps captiver les anciens. Enfin voilà, il faut trouver un juste milieu. Bon, pour le coup, là c'est plus pour les nouveaux, je pense. Voilà. Pour les moins, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, parce que honnêtement, après, un film très bien réalisé, avec tout ce qu'on attendait du Star Wars, la même ambiance, le même, comment dire, pas le même script, mais on a les mêmes des similitudes. Le conducteur et voilà, tout ce qui plaît, on le retrouve là-dedans, quoi. Et c'est pas forcément à moins d'avoir effectivement tant de similitudes. Au contraire, ça rappelle bien que oui, vous regardez bien Star Wars. C'est pas autre chose. Et ça, c'est un bon plus. Moi, un plus que j'ai beaucoup aimé, c'est justement, donc on parlait du Stormtroopers qui devient humain entre guillemets. Et dans le film, c'est pas la seule fois où on voit en fait ce genre de petites pirouettes qui humanisent quelque chose. On avait cet exemple par exemple dans le Nouvel Espoir, l'épisode 4.
où on voyait Alderaan se faire exploser. On le voyait de l'extérieur. Donc c'était triste, mais bon, ça restait juste une boule bleue qui se faisait exploser. La princesse Leia a été effondrée, mais bon, l'empathie un peu zéro parce que le film venait juste de commencer, basta quoi. Là, on a la même chose parce que le First Order a sa propre étoile noire. Et là, en fait, ils font la même chose. En fait, ils déglinguent une planète. Sauf que au moment où ça se passe, on a le point de vue des gens sur la planète. Pendant que le laser est en train d'arriver. Voilà. Le laser, ouais. Et là, du coup, c'est pas du tout pareil. Il y a vraiment une empathie qui va se créer avec les gens qui sont en train qui vont mourir, quoi. Et du coup, voilà, on retrouve ce côté humanisation d'un truc déshumanisé à la base sur lequel on pourrait se foutre totalement. Et en fait, non, là, il y a on prend à partie le téléspectateur. C'est-à-dire que on prend à partie le spectateur en disant, écoute, voilà ce qui se passe. Donc tu le vois vraiment pour ce coup-là. Et de l'empathie pour ça. Et moi j'ai trouvé ça du coup bien réalisé aussi. Effectivement, c'était c'est un bon plus du film. Voilà. Puis effectivement, comme tu l'as dit, une bonne réalisation. Puis voilà quoi. Des beaux jeux d'acteurs, beaux effets spéciaux, très bon clin d'œil. Même des fois c'est plus que des clins d'œil, c'est des coups de coude. Mais bon, c'est pareil. En même temps, si on va voir du Star Wars, c'est aussi pour être un peu nostalgique. Donc voilà. Exactement. Les petites anecdotes dans le film. Alors t'en avais relevé une très bien par rapport à un personnage assez connu qui joue dedans mais qu'on ne connaît pas. Ouais, mais vu que c'est un personnage qui joue dans une certaine sorte de film, je te laisse la dire l'anecdote. Bon, effectivement c'est parce que c'est Daniel Craig qui fait une apparition dans le film. Donc on ne le reconnaît absolument pas puisqu'il est en Stormtrooper et il est à un moment clé du film où Rey découvre ses pouvoirs de persuasion liés effectivement à l'univers Jedi et en fait c'est le Stormtrooper qui la libère, qui la laisse partir sous son emprise bien évidemment, mais qui la laisse partir et voilà, c'est sympa de... on se demandait un petit peu pourquoi cette scène, même si c'était la découverte des pouvoirs de Rey. Mais le Stormtrooper du coup est important. Ouais. C'est notre ami Daniel Craig donc, qui joue dans James Bond. Et Dame c'est un gros fan de James Bond, c'est pour ça que je pouvais pas dire l'anecdote à sa place. Même si c'est toi qui l'avais repéré. Repéré, voilà. Je l'avais lu quelque part. Ouais, non mais c'était intéressant à savoir. Et non, moi l'anecdote que j'avais, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que pendant toute la promotion du film en fait, Hideo Kojima qui avait des déboires avec Konami teasait souvent en fait le bras rouge de C3PO et on sait que J.J. Abrams et Hideo Kojima sont assez potes et ce qui est marrant c'est que dans le dernier Metal Gear donc Phantom Pain le héros donc Snake a ce bras rouge aussi lui alors c'est assez différent mais le rouge est le même par contre c'est une même sorte de rouge donc on peut penser que c'est un clin d'œil donc pour l'instant vu qu'il n'y a rien autour de ce bras rouge de ce 3PO, pour l'instant ça ne peut être un autre qu'un clin d'œil. Donc peut-être qu'il y aura vraiment quelque chose à la fin. Donc on découvrira plus tard, mais voilà. Donc ça c'était plus une petite anecdote. Donc voilà. Donc au final, nous on a quand même pas mal aimé. Vraiment bien aimé, on a hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite, les nombreuses suites, parce qu'on sait qu'il y a l'épisode 8 et 9 sûr. Il y a Rogue One pour cette année, fin d'année. Ouais. Il y a un autre spin-off. Alors à chaque fois, je sais plus si c'est sur Obi-Wan, Han Solo ou Boba Fett. C'est Han Solo. Ah oui, c'est Han Solo. C'est Han Solo. Et après, là, du coup, c'est cette semaine ou la semaine dernière, ils ont fait une annonce comme quoi, ce serait pas les seuls, quoi. Donc on va en bouffer du Star Wars. Je pense qu'ils sont sur le même modèle économique que Marvel, de toute façon. Ils se sont dit, ça marche avec Marvel, on va voir avec Star Wars, ça peut marcher. À tort ou à raison, voilà, on verra. De toute façon, ça peut être pas trop mal. Donc, s'ils sont tout aussi bien réalisés, oui. Je pense que ça peut être une bonne suite. Ouais. Voilà. Petite parenthèse sur le comics, vite fait, qui en est rendu au 5e maintenant. 5e, exactement. On attend le 6. Moi, je trouve que c'est toujours aussi bien. On est toujours. Alors là, maintenant, on suit pratiquement plus que Luke. C'est que Luke et... Ah non, il y a quand même... Non, il y a un petit peu Luke, Han Solo aussi. Han Solo et Leia et Dark Vador. Mais c'est vrai qu'en général, le comics, en France, du moins édité par Panini,
se partagent en deux, c'est-à-dire Luke d'un côté et Dark Vador de l'autre. Ce qui est pas mal parce que du coup on a les deux points de vue, enfin les deux histoires différentes dans le côté lumineux et le côté obscur. Et ça c'est pas mal, c'est assez inédit malgré tout. Et qu'est-ce qui se passe dans Luke Qu'est-ce qui se passe dans Luke? Il est toujours, il avait perdu son sabre laser. Là, voilà. Il était à la recherche. Il suit les mémoires d'Obi-Wan, plus ou moins encore. Ça. Et là, du coup, il se retrouve face à un espèce de Hutt qui a des espèces de petites jambes mécaniques là d'araignée et qui le fout dans une trappe et il se retrouve comme la trappe du Rancor en fait. Et puis il se retrouve contre ça et puis voilà, ça va être donc c'est sympa. Et du côté Dark Vador, c'est toujours lui qui essaye de faire ses petites affaires sans trop que l'empereur soit au courant. Ça a été vachement centré sur Dr. Aphra cette fois. Ouais. Oui, Dr. Aphra qui en fait on a vu qu'elle est un peu plus badass aussi que prévu. Ouais. Elle n'hésite pas à buter en fait. Bien sûr. Pensait encore qu'elle était avec Dark Vador, mais voilà, donc non. Elle a cherché un médecin, non pas un médecin légiste, un homme qui faisait les funérailles de Padmé. Ouais. Et lui demandait si vraiment elle était enceinte à ce moment-là ou pas. Et voilà, c'était des recherches pour Dark Vador pour savoir si vraiment le fils, ce fils-là est né. Ouais. Et elle a confirmation justement. Ouais. Donc à continuer. Par contre, elle ne confirme que pour le fils. Elle n'a la confirmation que pour le fils. Ouais. Elle n'a pas la confirmation pour la fille. Ouais, donc ça, tout à fait. C'est intéressant aussi à voir. Ouais. Parce que du coup, on se dit, est-ce que Leia va être une botte secrète ou pas? Ça peut être intéressant à savoir. Ouais, franchement, c'est bien. Et puis, de toute façon, il y a les autres comics sortis en relié. Donc là, il y a eu, c'est quoi? C'est les Ruines de l'Empire qui vient de sortir, qui fait la jonction entre l'épisode 3 et l'épisode 6 et l'épisode 7. Qui a l'air vraiment pas mal. À voir s'il y a quelques réponses qu'on a évoquées d'ailleurs en début de podcast sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 ans. Voilà, à voir, à lire. On vous le conseille également. Hein. Et donc, pour terminer, donc on avait parlé d'un événement auquel on avait participé pour la sortie justement de Star Wars 7, qui était organisé par la Jawas Cave, le Donjon de l'Android et le CGR de Fontaine. Donc, super rassemblement avec plein de cosplayers. Ça faisait plaisir à voir, plein de petits stands, des photos et tout ça. On vous invite à aller justement sur les différentes pages donc du CGR de Fontaine, Jawas Cave et Donjon de l'Android pour voir les différentes photos des événements. Ça fait plaisir, nous on y allait cosplayer aussi. C'était un premier partenariat pour nous, donc c'était vraiment sympathique de se faire un petit peu arrêter par certaines personnes pour prendre une photo. C'est toujours sympa. On a un peu l'impression de faire partie un peu d'un tout avec tous ces fans. Pour revenir plus particulièrement sur Jawas Cave, vous l'avez peut-être déjà vu sur notre page. Il laisse des liens un petit peu sur sa boutique, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, il y a des trucs très intéressants au niveau des comics. Il a des choses des fois qu'on trouve pas forcément ailleurs, enfin qu'on trouve plus ailleurs ou alors hors de prix. Voilà, et du coup pas exclu qu'il y ait un partenariat qui se fasse avec nous. Ouais, pour à venir, je pense, voilà, on vous en reparlera. Mais de toute façon, je pense que vous le verrez de temps en temps sur notre page. Donc n'hésitez pas à aller dessus si vous voulez des produits dérivés, aussi bien pop que comics, Marvel, DC, enfin un peu de tout, Star Wars bien sûr, parce que sinon, voilà. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la Jawas Cave. Donc voilà. Mais c'était tout pour notre deuxième partie sur Star Wars. Voilà, on se retrouve très bientôt, on l'espère. Déjà de toute façon pour cette année il y a énormément de sorties. Oh là là, oui. Donc ça va être, on sera présent pour ces événements. Et puis, voilà, on va essayer de vous régaler au mieux avec tous ces films et puis avec tous les gros crossovers, Secret Wars et tout ça. Enfin, il y a de quoi faire, c'est pas ça qui va nous manquer. Voilà. Exactement. Bon bonne journée ou bonne soirée à vous tous. Puis très bientôt. Un de ces quatre sur Fréquence 616. À très vite.